Salut, c'est Alice, donc de Jacopos des ouvriers. Je joue beaucoup depuis SN, j'avais repéré plein de trucs, j'en joue plein. J'ai déjà fait donc une vidéo donc juste du retour des scènes, une autre vidéo il y a à peu près une semaine sur les jeux que j'ai joués d'ici là. Là ça va être la suite, donc plein de jeux que j'ai joués, plein de jeux ultra cool. Euh, voilà, je joue beaucoup, je ferai peut-être une vidéo un peu plus raconter ma vie sur les stats, etc. Prochainement si j'ai le temps. En tout cas, là, j'avais envie de vous parler de quelques jeux. Parmi ceux-là, donc ceux dont je parlerai pas, il y en a, par exemple Satori, c'est parce que j'ai coupé les dates et que c'est de la semaine dernière en fait. J'ai pas rejoué depuis. Et Challenger Beach Cup, moi je suis une grosse fan de Challengers. Forcément, la boîte numéro 2, ça me faisait envie. Pour le moment, j'y ai encore joué qu'en solo. Il y a plus de cartes, c'est cool. Avant de pouvoir en dire des trucs plus précis, ce sera peut-être plus tard, ce sera peut-être jamais. Voilà. Sinon, on est parti pour presque que des nouveautés des scènes. Alors, on va commencer par Aldebaran Duel. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé, j'y ai rejoué depuis. Globalement, ça va être un jeu dans lequel on va poser des vaisseaux et des planètes devant nous grâce à des cartes qu'on va payer avec des cartes. Ça se joue uniquement à deux. Il y a un principe un peu donc de tir à la corde sur les points de victoire qui vont être faits en déplaçant un curseur de notre côté pour aller faire des points. Mais il y a aussi plein d'autres trucs qui donnent des points quand on pose des cartes, quand on fait des revenus en points et des tuiles de science qui vont nous donner des bonus sur le truc. C'est le dernier sushi donc qui est publié chez Dino, qui est un éditeur qui fait pas trop des jeux qui m'intéressent visuellement, mais peut-être qu'ils ont d'autres trucs très bien, je le connais moins. Et, euh, et c'est assez malin. J'ai peur que les parties quand même se ressemblent pas mal. Honnêtement, parce que j'ai fait quelques parties là à deux, je crois que j'en suis à trois. Ce qu'on fait à chaque fois, le type de scoring, le type de choses, c'est un peu différent. On a d'autres objectifs, mais le moteur, le rythme de jeu reste le même d'une fois à l'autre. À chaque fois, soit on récupère une ou deux cartes, soit on va jouer une carte de notre main qu'on paye en carte. On a besoin de revenus pour pouvoir survivre un peu à la Seven Wonders. Il faut mettre tout ça en place. Peut-être que c'est parce que je joue pas assez bien. Voilà, j'y rejouerai, mais c'est pas non plus le must-have de l'année pour moi. Par contre, c'est un très bon format. Ça se joue en un peu moins d'une heure à deux. Il apporte vraiment une petite nouveauté. Dans cette catégorie, je pense qu'il est chouette. C'est juste côté, est-ce que ça se renouvelle vraiment côté ce mécanique de jeu. Hop. Ensuite, je vais vous parler de Anunnaki. Donc Anunnaki, c'est un jeu de Sabia et Luciani, donc deux auteurs que j'aime beaucoup, qui ont aussi fait Wrath of Star cette année. Je sais plus si j'ai déjà parlé de Wrath of Star ou pas, mais j'y ai joué. C'est un jeu un peu de civilisation, pas vraiment, on n'a pas vraiment de développement, mais c'est de la conquête de territoire, plus ou moins plutôt de l'occupation que de la conquête, avec un système d'action où à chaque fois on va pouvoir soit se déplacer d'une case pour aller mettre un petit cube et débloquer des bonus, soit se téléporter où on veut pour faire l'action de notre choix. On va pouvoir faire des actions ensuite secondaires façon Lacerda, où on dépense des cristaux pour faire une action qui est relativement majeure en fait, comme construire des villes ou des choses comme ça, à condition d'avoir les ressources nécessaires. Et le but, ça va être d'occuper des territoires, d'aller taper des trucs sur le terrain pour aller gagner. J'ai pas pris plus de photos que ça. J'ai pas plus de photos que ça. Des curseurs dans différentes catégories qui permettent donc de se dire j'ai augmenté en commerce, parce qu'on a du commerce à résoudre, j'ai augmenté en guerre, j'ai augmenté en technologie parce que j'ai développé ces cartes-là, ce qui va nous faire des multiplicateurs de points selon divers critères qui changent d'une partie à l'autre. Moi j'aime beaucoup, j'ai trouvé ça vraiment fun. Il y a, il y a pas mal de choses qui se passent. Quand on débloque des dieux ou des demi-dieux, ça va nous donner des pouvoirs en plus. Oula. Quand on... C'est vraiment frustrant de pas avoir la photo à côté. Quand on va faire des points, la manière de faire des points est assez originale. C'est assez court. On a fait des parties d'une heure et demie. J'y avais joué sur le salon. Là, j'ai rejoué à 4. Une heure et demie, 2 heures. Il y a un côté un peu frustrant qui est que normalement les dieux qui sont sur le plateau, enfin les barbares qu'on va aller attaquer sur le plateau chez nous sont face cachée et il y en a des fois des sales surprises parce qu'ils ont une force de 3 à 5 et pour attaquer on doit y mettre une arme et des stroupes et l'arme on doit la choisir d'avance. Et il y en a un qui dit ah bah finalement ton arme ne marche pas donc fallait y aller avec 3 en troupe et tu savais pas d'avance. Donc soit tu connais un peu les tuiles avant de jouer, soit faut peut-être jouer avec ces tuiles, au moins celle des contenants de départ visibles, moi ce serait plus mon style quand même parce que ce côté un peu surprise. Sur l'Atlantide, on a des trucs comme ça, mais là, on est censé y aller un petit peu blindé, donc ça me gêne beaucoup moins. Voilà, ça c'est juste qu'en début de partie, ça peut vraiment ralentir un joueur. Là, ça s'est passé et voilà. Il y a de l'injustice potentiellement dans le jeu, hein, ça reste un jeu avec plus ou moins de l'attaque. C'est pas extrêmement destructif le fait de se faire attaquer. Ça peut quand même être gênant. Et par contre, le fait d'attaquer, il y a un vrai bonus pour aller marquer des points pour ça.
Donc ça, ouais, moi j'aime bien. Vraiment, j'ai trouvé ça très chouette, très fun, ça me donne envie d'en refaire. Il y a des vrais axes, c'est rapide. Voilà. J'ai joué à Arabella. Donc Arabella, ça promet d'être un 18 version roll and write, 18xx version roll and write. Donc un jeu de train où on va essayer de rentabiliser nos lignes en faisant du pick-up and delivery pour marquer de plus en plus d'argent, mais avec les autres joueurs qui vont avoir acheté des parts de l'une ou l'autre des entreprises pour se faire payer des dividendes. La mécanique de jeu est un petit peu bizarre, faut en faire un tour ou deux avant de bien comprendre parce que la manière dont est rédigé les règles et le fait que tout paraisse un peu arbitraire, c'est un peu dur à comprendre. Mais à part ça, elles sont pas dures. En fait, elles sont pas vraiment dures, c'est juste qu'il n'y a rien pour spécialement retenir certains points. Ça manque peut-être un petit peu d'icônes. Et à la réalisation, là, on a donc ça promet surtout d'avoir des bots, des joueurs qui sont des chatons, voilà, donc ça fait joli, qui sont des joueurs neutres simulés. Et ça, je suis vraiment pas convaincue. On a joué à 2 plus un bot. Le bot ne construit pas sur la carte. À 2 sur la carte, on se croise pas. C'est très bizarre. Quand on construit, on va essayer de construire, ça c'est plutôt drôle côté casse-tête. On va pouvoir construire des séries de rails, mais qui vont tous dans le même sens. Donc par exemple que des tournants ou que des tout droits, et etc. Donc la manœuvrabilité est plutôt rigolote. Après le reste, ce qu'on y fait, le comment on fait des points, le tout ça, je suis très dubitatif quand même. J'aimerais bien en faire un jour une partie à 4 pour voir s'il se passe un peu des trucs sur la carte, qu'est-ce qui se passe. Pareil, on peut jouer à 4, mais il y a 6 compagnies, les 2 autres compagnies rentreront jamais en jeu. Euh, je sais pas trop. Il y a un truc qui est bizarre qui... Voilà, j'ai relu les règles, hein, mais il y a quelque chose qui me perturbe. Après, c'est pas nul, c'est réellement original, ça, il n'y a pas de doute. Ça propose quelque chose, on s'est pas ennuyé pendant la partie, mais je sais pas, j'ai des gros doutes. Hop, Arborea. Donc Arborea, là j'en ai fait 2 parties, une partie à 3, une partie à 3 aussi. C'est un jeu un peu dans l'esprit de Tzolk'in, dans le sens où on va avoir des ouvriers qui vont avancer, qui vont débloquer des meilleures parties, des meilleures actions petit à petit sur ces pistes-là. Ils vont pouvoir descendre sur ces pistes pour aller activer tous les symboles correspondants. Donc là, par exemple, si on parcourt ce chemin-là, on va activer tous ces trucs-là qui vont avoir différentes sortes d'effets. Hop, je crois que j'ai d'autres photos. Donc chez nous, on a des ouvriers qu'on va pouvoir placer là-bas. Le but, ça va être de capturer des monstres. Pour ça, on va devoir créer des biomes. Est-ce que la photo après est mieux? Hop. Ouais, donc on va devoir créer des biomes qui vont être ces cartes-là, qui vont se placer sur le côté. Et pour ça, ça va nous demander un certain nombre de ressources. Par exemple, celui-ci nous demande un violet, un vert, un rouge et 3 bleus. Les bleus étant aussi des jokers. Pour ça, on va pouvoir les dépenser de là où ils sont stockés. C'est tout au bout du plateau, c'est ça, c'est tout au bout du plateau. De là où ils sont stockés par là. Donc il faut avoir les ressources disponibles ici. Le petit truc, c'est que quand on crée des ressources, on les rajoute au marché. Et quand on les dépense, on les enlève du marché. Mais dans ce marché, ils restent disponibles pour les autres le coup suivant. Le seul truc, c'est que si on a créé des ressources qu'on n'a pas dépensées, on va marquer des points. Donc c'est assez rigolo de ce point de vue-là, d'essayer de laisser des trucs qui nous valent des points, mais pas non plus des trucs qui débloquent trop les autres. Euh, le système donc des réglettes, à chaque tour, soit on pose un bonhomme, soit on avance une réglette, et on peut le faire une deuxième fois si on paye. Et chaque fois qu'une réglette avance, quelqu'un peut choisir de descendre pour aller activer les chemins. À la fin de notre tour, les réglettes vont réavancer là où on a des personnages à nous. Donc vraiment, on a intérêt à monter dans le bus des adversaires pour qu'ils nous fassent avancer. Ça marche plutôt bien. À 3, j'ai beaucoup aimé. À 4, c'était long. Les tours peuvent être longs, il y a beaucoup de résolutions, il se passe beaucoup de trucs lors d'un tour. Je pense que je ne jouerai pas à 4. En théorie, ça monte jusqu'à 5. Je pense qu'il ne faut pas du tout y jouer à 5. Apparemment, à 2, c'est sympa. Voilà, chaque monstre ensuite a ses manières de scorer, il se passe pas mal de choses. Ça, c'est vraiment une belle découverte. Pour le moment, c'est un de mes coups de cœur de ceux que j'ai découverts là cette année. Voilà, donc Arborea, très très chouette. Il y a une vraie sensation de vouloir profiter des autres, d'attendre de voir ce qui se passe, des petites choses qui se passent un peu en dehors de son tour, même si on attend quand même son tour. La manière de gérer son stock d'ouvriers disponibles, les grands ouvriers, les petits ouvriers qui ont un peu one shot ou pas one shot, où est-ce qu'on a envie de prendre une priorité. Pour le moment, j'ai beaucoup beaucoup joué cadeau. J'espère que c'est pas comme ça toutes les parties, qu'il y a d'autres manières de jouer qui gagnent aussi. Et voilà. Hop. J'ai joué à The Office. Alors, at The Office, c'est un petit roll and write. Voilà, donc on peut voir que des fois, on a des stylos et des dés. Ouh.
Et le but, ça va être donc de remplir cette grille de personnages avec des valeurs. Donc c'est une grille hiérarchique. On essaye de faire que les chefs soient plus qualifiés que les pecnos en dessous. Euh, et pour ça, à chaque fois quand on lance des dés, on va choisir une valeur. Donc par exemple, si hop, on a lancé ces dés-là, on va pouvoir choisir par exemple le dé bleu pour faire soit un 4, soit un 5. La valeur du 4 plus la valeur du 1. Ou éventuellement un 1 tout seul. Si on n'utilise pas le dé blanc, il va nous servir à encaisser des points à condition qu'on ait renoncé à cette fois. Et comme ça, on doit remplir un bonhomme de la bonne couleur. Il y a une course sur qui a fini quelle couleur avant, le fait de faire des valeurs minimales par étage, le fait d'avoir bien respecté la hiérarchie, tout ça, ça fait des points. C'est assez fun, j'y ai joué à deux, et en fait, il y a un côté où le premier joueur prend des dés et empêche aux autres de les prendre. Je trouve qu'à deux, on a trop de liberté. Donc ça, c'est un peu dommage. Euh, Sinon, à plus, moi, j'attends d'y rejouer, voilà. Hem, je pense quand même que ça se répète un petit peu d'une partie à l'autre, que c'est les mêmes choses, mais il est très simple, il est très agréable, très rapide, donc pourquoi pas, voilà. Un roll and write, standard, j'ai envie de dire. Ensuite, je vais parler de Bir Pionnier. Bir Pioniere, donc un jeu en allemand, heu, de Thomas Spitzer, celui qui a fait, Asperknecht et cetera. C'est relativement simple, on n'est pas dans un très gros format, on est à la limite entre l'initié et l'expert, disons. Et il va y avoir un principe de pause d'ouvrier. Moi, je l'ai joué que à deux. J'attends de pouvoir y jouer à plus parce que franchement, ça a l'air assez sympa. Le principe, c'est qu'on a des ouvriers. Donc, on a deux ouvriers chaque tour qui vont vraiment se placer sur le plateau. Un petit camion qui peut se placer que sur certaines actions spéciales. Un ordre du tour et une action à faire chez soi. On va jouer chacun notre tour dans l'ordre que l'on veut. Donc, en général, on a envie de mettre nos bonhommes en premier au milieu pour piquer les bonnes places. Mais des fois, évidemment, on a besoin de faire un petit truc avant qui va nous débloquer. Donc, on joue dans un autre sens. Et sur les emplacements, il y a des valeurs. Par exemple, si on voit un 4, et sur nos ouvriers, il y a des valeurs. Hop, je sais pas si on peut le voir sur la photo. Bon, on le voit pas trop, mais là, il y a marqué 2. Si jamais la somme de notre ouvrier plus la valeur de la case fait 6, on a droit à une action secondaire, qui sont des actions assez puissantes quand même, assez sympa, qui permet de débloquer des choses. Ces ouvriers, on va aussi pouvoir les faire augmenter de valeur, mais au détriment de sous, d'une action, de pas mal de choses. Plein de choses sont chères dans ce jeu, ça faut le savoir, c'est dur de faire ce qu'on veut. Et le but, ça va être de produire de la bière. Hop, je crois que j'ai un plateau personnel à côté. Voilà, donc sur notre plateau personnel, je suis pas sûre d'avoir une meilleure photo encore. Non, j'ai pas de meilleure photo. Donc on va avoir des tonneaux de bière qui vont tourner petit à petit pour dire qu'on les a brassés jusqu'au bout. On va pouvoir les installer, on va pouvoir les faire tourner artificiellement, ils vont tourner un petit peu à la fin du tour. On peut produire différents types de bières à condition d'avoir débloqué les emplacements. Hop. Donc au départ, on n'a qu'un seul type de bière disponible et après on pourra en rendre d'autres disponibles, mais c'est cher de laisser les choses disponibles. Et il faut aller un peu droit au but, parce que le but de tout ça, ça va être de remplir des contrats qu'on va trouver sur ces cartes multi-usages. Donc là par exemple, 2 piles, un tonneau, et ça va nous donner une carte et 5 points. Et, donc voilà, par exemple, un contrat ça fait 5 points, ça s'arrête dès que quelqu'un est à 20 points. Donc on va pas remplir 10 milliards de trucs, on va pas se développer jusqu'au bout, donc il faut vraiment réussir à aller à l'essentiel. Et donc on a des cartes qui sont à triple usage, en haut, au milieu, en bas, qui vont pouvoir se placer selon certaines actions. On a vraiment besoin d'aller sur les actions pour pouvoir les placer. En haut, ça va nous permettre d'améliorer nos capacités de brassage et d'autres éléments. Au milieu, ça fait de la livraison, et en bas, ça nous donne des pouvoirs immédiats qui peuvent être assez forts, qui peuvent nous débloquer sur certaines actions. Cette main de cartes, on en a des fois beaucoup, des fois pas beaucoup, ça dépend un peu de ce qu'on cherche à faire. Il y a des petites alternatives pour aller faire des petites actions, des petits gains à droite à gauche. C'est sympa. Franchement, moi j'ai bien aimé, j'attends d'y rejouer à plus parce que forcément le côté placement d'ouvriers assez bloquant, à plus il sera plus cool, surtout que la plupart des actions ont deux emplacements avec différentes valeurs, sur est-ce que je me presse ou pas. À deux, on perd beaucoup cet élément. Voilà. Donc ça, ouais, j'ai trouvé ça chouette. C'est pas du gros gros gros, mais franchement j'ai trouvé ça chouette. Hop, j'ai joué à Bonsaï. Là, on est dans du léger. C'est un jeu de demi-heure, trois quarts d'heure, je pense, peut-être un tout petit peu plus. Assez tranquille. À chaque tour, on va prendre une carte et faire ce qui est marqué dessus et récupérer des tuiles. Ou alors, on utilise les tuiles qu'on a chez nous pour les rajouter à notre bonsaï. Il y a des règles de placement. L'herbe, là, les feuilles doivent être à côté d'au moins une case de bois. Les fleurs doivent être à côté d'au moins une case de feuilles. Et les fruits doivent être à côté de deux cases de feuilles. Comme ça, on va pouvoir placer plus ou moins efficacement nos choses, développer un petit peu nos capacités de stockage
et de plantage, et réaliser des objectifs. C'est vraiment tranquille, on regarde les options qui sont disponibles autour, on en choisit une, à mode, je pourrais prendre celle-ci, je pourrais prendre une autre. On n'est pas extrêmement calculatoire sur où est-ce qu'on va, on spécialise un petit peu parce qu'on a des objectifs. Genre moi j'avais un objectif faire beaucoup de fleurs, donc j'ai fait beaucoup de fleurs. J'ai pas forcément été très bonne. C'est vraiment un format qui est sympathique, parce qu'il est léger, parce qu'il joue bien et parce que ça rend bien graphiquement ce qu'on va rendre. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment plat et chiant. C'était mignon. Voilà, j'ai passé plutôt un bon moment, sans trop de prise de tête. Hop, Celtae. Donc Celtae, honnêtement, j'ai trouvé ça assez plat. C'est pas nullissime, mais vraiment sans plus. Le principe, c'est qu'on a un bonhomme qui va tourner autour du plateau. Chaque fois que c'est notre tour, on le déplace de 1 à 3 cases. Une case, ça nous fait gagner de la force. 2, ça fait neutre. 3, ça nous fait perdre de la force. On va faire une des actions qui est à côté. Et la force de l'action va s'exécuter en fonction des bonhommes sur place et des bonhommes sur notre plateau. On a souvent beaucoup de force par rapport à ce qui est demandé quand même. Ça va nous permettre de piocher des cartes, ou de dépenser des cartes pour s'installer dans des villages, ou de dépenser des cartes pour monter notre force, puis aller taper les Romains, ou d'aller recruter de nouveaux bonhommes, puis en dépenser pour faire des tuiles objectifs. Ça fait comme ça des petits points à droite à gauche, on a envie de finir des villages, il y a de l'opportunisme, il y a des occasions qu'il ne faut pas laisser aux autres. Il y a un petit principe plutôt sympa dans l'idée de progression, où petit à petit dans la partie, on va valoriser certains objectifs sur le côté, et décompter des points dessus ou pas, en fonction de ce que les gens vont avoir choisi. Donc c'est assez plaisant, mais en pratique, il se passe pas grand-chose. Nos actions sont toutes très simples, et voilà quoi. Il y a pas, ça manque un petit peu de relief. C'est facile à expliquer, c'est facile à jouer, le matériel est plutôt agréable. Voilà. Ça, je rejouerai probablement un jour. Voilà. Ça rend quand même plutôt bien sinon. Hop, le Château Blanc. Donc le Château Blanc, c'est un peu le petit frère de la Cathédrale Rouge, donc par les mêmes auteurs. Euh, on essaye de faire des points, c'est vraiment un jeu de développement ultra concentré. On n'a que 9 actions, là j'en ai fait une vraie partie à 4, j'avais fait juste une partie découverte à 2 avant. On n'a pas été bon, clairement, parce que bah, moi je trouve qu'il y a vraiment une phase d'apprentissage où au début on essaye de voir comment est-ce qu'on peut augmenter notre potentialité d'action, et après on va peut-être en profiter. Donc j'attends de nouvelles parties. Il va y avoir un pool de dés avec une sélection de dés dans un pool de dés, j'aime toujours beaucoup ça. C'est pas extrêmement tendu sur ces dés, ça peut l'être, hein, des fois quand il y a des grosses valeurs ou pas disponibles, mais on regarde ce qu'on laisse aux adversaires, surtout on regarde ce que les autres vont pouvoir valoriser ou pas plus tard. Et donc on va faire des actions, donc à chaque fois on prend un dé, on le pose sur un emplacement, et soit on fait une action sur place, soit on fait une action chez nous, soit on fait une action de développement de personnage. Le but ça va être de poser ces petits gus sur le plateau, les jardiniers pour faire des points bruts, les courtisans au château qui vont pouvoir monter, nous améliorer notre action secondaire de lanterne qui se passe quand par exemple on prend un petit dé, et les soldats qui vont faire des actions immédiates et valoriser les courtisans au château. Donc il se passe plusieurs trucs comme ça pendant le tour. Il y a des faits de toucher des ressources. Il y a une action très mineure de aller au puits pour aller récupérer des ressources et gagner quelques sous. Et en fait, elle est pas mal forte, j'ai l'impression, surtout au début de partie, parce qu'il y a plein d'actions au milieu qui sont vraiment faibles. Peut-être que c'est parce qu'on joue mal et qu'en fait, ces actions du milieu, on les fait pas, sauf quand vraiment elles sont chez nous et qu'on joue beaucoup plus chez nous. C'est assez tendu. La manière de se développer, moi j'aime bien ce côté ultra concentré, le côté faut en tirer un maximum d'un minimum de choses. Voilà, c'est pas un jeu long, ça dure moins d'une heure je pense. On a joué en une heure, là en découverte à 4, avec l'explication des règles je crois. 1h10, un peu plus. Bon. Euh, Voilà, donc ça moi j'ai envie de refaire. Il y en a qui disent que oh là là, c'est tout plat, on en fait 3 parties et c'est fini. Je suis pas si sûre que ça, moi j'aime ce côté ultra concentré. Après moi je cherche pas forcément à tout calculer dès le début, de toute façon on voit les choses un peu apparaître au fur et à mesure. Il y a quand même de la compétition un petit peu avec les autres en fonction de ce qu'on nous laisse comme opportunité ou pas. Euh, voilà, puis moi ce côté développement ultra concentré, par contre il faut savoir à ce à quoi on s'attend. Si on s'attend à un gros jeu expert, on peut être un peu déçu. C'est plus un jeu assez minimaliste dans ce qu'on y fait. On a l'impression d'avoir plein d'options partout, mais il faut se concentrer sur quelques-unes, on peut pas tout faire. Et peut-être qu'on bourrine un peu trop nos axes, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Hop. Érudit du Tigre du Sud. Donc ça, j'ai fait qu'une partie à découverte à 3. J'ai bien aimé. Je sais pas encore ce que j'en pense très précisément. Est-ce que c'est un vrai coup de cœur ou est-ce que c'est juste oui, j'aime vraiment beaucoup? Je sais pas. L'idée, c'est qu'on va traduire des manuscrits depuis diverses langues jusqu'à l'arabe via des chaînes de traduction avec des traducteurs. Pour ça, il va y avoir une action qui va demander de
choisir un des manuscrits disponibles dans la tour du savoir là-bas, et d'aller le faire passer par divers traducteurs en leur payant de l'or pour arriver jusqu'à l'arabe, et comme ça récupérer la carte de Verno qui va nous faire des points. C'est une des actions du jeu, sinon on va surtout développer notre plateau, et donc aller engager de nouveaux traducteurs, utiliser les pouvoirs immédiats des traducteurs, aller envoyer des manuscrits dans la tour du savoir, aller progresser sur des pistes de développement. Et pour ça, à chaque fois, on va jouer une carte de chez nous et y mettre des dés dessus. Donc les cartes, en général, il n'y a pas grand-chose dessus, mais ça dit quel revenu on va faire à la fin du tour. Revenu qui dépendent donc de ces pistes de progression. Et on va y associer 2 dés. La couleur des dés va donner la couleur de l'action. Parce que pour avancer sur la piste violette, il faut mettre du violet. Pour faire un manuscrit vert, il faut mettre du vert, ou du bleu ou du jaune. Et du jaune. Voilà, donc différentes pistes. Il y a vraiment un jeu de timing dans quelle vitesse je veux faire mes revenus ou pas. Jouer des actions variées, puisque chaque action est disponible de base qu'une seule fois, avant le revenu, mais on peut faire des revenus plus souvent, ça prend du temps. Il y a un vrai côté casse-tête. Je me demande si moi, ce que j'aime un peu moins, le côté lecture du jeu, chaînage, tout ça, euh, est prédominant. J'ai pas l'impression que ce soit plus que ça à mort prédominant. Mais il s'y passe quand même des choses. Le côté traduction, de par quelle langue je passe, m'a pas plus enthousiasmé que moi ça, moi, au point de vue des traducteurs, mais c'est pas non plus le seul aspect du jeu. Le fait de choisir développement ou bonus tout de suite, comment est-ce qu'on va vers la suite? Est-ce qu'on a un gros pool de dés? Est-ce qu'on a un petit pool de dés? Parce qu'il y a un côté backbuilding. On va piocher du sac et on a des dés de couleur et des dés blancs. Les dés blancs, c'est pas bien, globalement. Donc voilà, sur la vitesse, le pool de dés, il y a des questions qui se posent et c'est sympathique. Et en tout cas, j'ai très envie d'y rejouer. Ça, c'est sûr. Ça fait partie des jeux où j'ai vraiment, vraiment envie d'y rejouer pour savoir si c'est dans mon top ou juste dans mes super jeux. Hop. Evenfall, ça j'y ai pas mal joué. Moi j'aime bien, vraiment. On va y jouer une assemblée de sorcières sur notre plateau devant nous et on va développer des cartes dans notre cercle extérieur, dans notre cercle intérieur, des personnages. Et pour ça on va aller chercher les lieux de pouvoir. Il y a une question donc ici de bataille mais qui est des majorités à la fin, qui est surtout atteindre des valeurs pour avoir des bonus supplémentaires. Et c'est un jeu où on fait autant d'actions, un peu à la Terraforming Mars, où chacun joue autant qu'il veut jusqu'à ce qu'il passe. Et quand on fait des actions, on va pouvoir donc poser des cartes, poser des ouvriers. Il y a des petites compétitions en pose d'ouvriers sur le premier à aller chercher les choses. Euh, et pour les cartes, il faut pas mal de ressources pour les poser, qui vont donner différents types de pouvoirs. Ça va nous donner des nouveaux emplacements d'actions, comme d'autres types de pouvoirs immédiats, permanents, de plein de types différents, à plein d'endroits différents. Donc tout ça c'est très très agréable, on finit avec pas mal de cartes qui peuvent valoir des points. J'ai testé le côté asymétrique, c'était cool. Voilà, ça encourage un peu à booster un axe. Il y a le côté sympathique de j'ai 2 fois 4 ouvriers, et les 4 ouvriers suivants pour les débloquer, en fait, je les ai dès le début de la partie, mais ce que j'ai pas, c'est les actions qu'ils peuvent faire, parce qu'ils ne peuvent faire des actions que en bas de mon plateau. Euh, voilà, donc ça je trouve ça très très plaisant à jouer. C'est pas énorme comme format non plus, hein, mais ça, j'aime bien. Il y a une petite remarque sur est-ce que les cartes sont assez variées, parce qu'on a quand même pas mal d'exemplaires de chaque. Moi, les 3 parties que j'ai faites sont pas passées pareil, donc j'ai l'impression de dire que oui. Après, sur la durée, ça va donner envie d'une extension un jour, hein, c'est sûr, un jeu comme ça. Mais voilà. Et je le trouve vraiment très beau. Ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais je confirme donc que c'est chouette après plus de vidéos. J'ai joué à Fast Food Fury. Alors là, c'est un jeu de rapidité, un peu à la Jungle Speed. On a des commandes qui sont faites de fast food. Par exemple, je voudrais 3 pizzas au brocoli, un truc comme ça, et 2 frites moyennes. Et le principe, c'est que chacun va retourner ensemble une carte. Et là, il faut taper sur les éléments qui vont correspondre à une des 2 commandes disponibles, l'ajouter à la commande. On se joue en 2 équipes, ou éventuellement 3 équipes. La première équipe à finir une commande prend les sous pour lui, et l'autre se fait zoinxer toutes les cartes qu'il avait en face. Voilà, tout simple. Jeu de rapidité, d'observation un peu, il y a des choses qui sont proches graphiquement, des fois on se précipite un peu trop. Je le trouve fun, j'aime bien ce genre de jeu. Euh, voilà, ça j'ai bien aimé. Hop. Carvi. Alors, Carvi, j'avais testé sur le festival, j'avais été super enthousiaste sur une demi-partie. Les potes avaient joué le soir, ils avaient pas aimé, ils avaient trouvé ça plat. Euh, Et là, j'y ai joué à 2 et j'aime bien. C'est tendu, il y a un système d'action à la Glenmore où on va aller, le dernier sur cette piste va jouer et va aller prendre une case d'action. On pourra pas tout faire, clairement, on a des possibilités relativement limitées et on va devoir payer chaque action en bière. La bière, ça se dépense assez vite. Il y a des actions pour la recharger, il y a des cartes pour les recharger et c'est tout tendu dans des petites actions. On va se balader un peu sur la carte pour aller récupérer des petites réglettes à faire. Le comment se spécialiser est pas évident. La manière de marquer les points, qu'est-ce qui va être rentable, est pas ultra évident, intuitif sur est-ce que c'est vraiment rentable de faire ça. Euh,
dans un sens où on a l'impression que ça va rapporter des points et finalement non. Donc ça, je trouve ça un petit peu frustrant, mais ça demande à être rejoué pour mieux savoir. À 2-3, on a 2 dés chacun. À 4, on n'en a qu'un seul. À mon avis, c'est mieux à 2-3, c'est ce que dit Internet en tout cas. J'avais hésité à tester à 2 là, donc j'ai été voir. À 2, j'ai trouvé que ça tournait bien, franchement. On s'embête pas trop sur la carte parce qu'il y a un principe où si on est plus fort que l'autre et qu'on va sur sa case, on peut le décaler là où on veut. Donc on peut lui faire perdre du temps parce que voyager, ça coûte pas mal de rations et ça va être assez cher. Euh, Globalement, c'est très plaisant. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça très plaisant, vraiment chouette. On est dans un format intermédiaire. On va pouvoir développer des caractéristiques sur notre bateau. On a envie de rusher sur des trucs. On a envie sans arrêt des mêmes actions. On va sans arrêt être frustré parce que nous a piqué ce qu'on voulait faire. Ça tourne vite. Je sais plus en combien de temps on a joué. Je dirais moins d'une heure et demie, peut-être moins d'une heure. Voilà. Moi, j'ai envie de refaire une. Hop. J'ai pas mis la photo de Number Drop, mais j'en avais déjà parlé la semaine dernière, je crois. DD, un système de Tetris, c'est pas de cette année en fait, et moi j'aime bien. C'est frustrant avec le hasard, mais il y a un petit côté vraiment casse-tête et frustration de pas avoir fait ça avant. Voilà, je le trouve très fun. Hop, Plantanubo. Donc Plantanubo, c'est un gros jeu de Rosenberg et les auteurs de La Granja, dans lequel il va se passer pas mal de choses. Les règles n'ont pas de fil directeur, donc c'est dur à pitcher comme jeu, mais ce qu'on y fait est pas si dur que ça. Le principe, c'est qu'on va donc avoir des ouvriers qu'on va placer en vis-à-vis de deux tuiles et globalement faire une seule de ces deux actions, sauf une fois par tour, où on peut dépenser une de nos ressources pour avoir le droit de faire les deux. Quand on fait ces actions, globalement, ça va nous permettre de récupérer des tuiles sur notre plateau comme ça et de les remplir de fleurs, d'aller livrer des fleurs au marché commun ou sur notre marché personnel, d'aller faire tourner plus ou moins directement un pion autour de notre plateau qui va aller activer des cartes pour aller remettre des jetons dessus qui vont donner des actions bonus à faire en fin de tour. On n'en fait qu'une par tour, mais il y a aussi des actions permanentes qui vont s'améliorer. Par exemple, de dire à chaque fois que je prends une carte, je vais regagner de l'avancée comme ça sur cette piste circulaire autour de notre plateau. Euh, on va avoir des objectifs à accomplir, mais qui demandent ensuite d'aller les valider. Et des contrats personnels, si on arrive à en avoir sur notre plateau, qu'on peut remplir un petit peu à chaque tour, plus ou moins automatiquement. Des choses coûtent des actions, des choses ne coûtent pas d'actions. Voilà, donc ça c'est dans l'ordre du tour un peu tendu. Et parmi ces ouvriers qu'on va jouer au milieu du plateau, il va y avoir différents types d'outils. Il y a 3 types d'outils. Autour d'une file, il ne peut y avoir qu'une seule fois chaque type d'outil, donc on va un peu bloquer les autres en fonction de ce qui leur reste, tout ça. Surtout que l'outil qu'on n'aura pas utilisé, puisqu'on en a 4, on va utiliser 3 par tour, il va servir à aller activer un pouvoir de personnage en fin de tour qui peut être assez puissant. Du coup, c'est vraiment purement de la combo, c'est assez abstrait, mais pas non plus tant que ça. Il y a une vraie sensation de développement, une vraie sensation de je vise quelque chose petit à petit dans mes objectifs, dans comment moi j'espère rentabiliser mon terrain. On va faire des forêts une fois qu'on a vidé les tuiles. On va avoir l'opportunité de faire des forêts par-dessus nos tuiles, et donc on a envie d'avoir les tuiles vides dans la bonne disposition d'ici la fin de partie pour réussir à bénéficier de cette forêt gratuite qui va nous donner des gros bonus. Euh, voilà, il s'y passe des choses. Moi j'ai trouvé ça très chouette, bien tendu. On a sans arrêt envie d'avoir plus de tout ce qu'on fait. Côté édition, apparemment la règle est mal écrite, moi je l'ai pas lu. On me l'a expliqué, on me l'a bien expliqué. Il y a un problème parce qu'il y a des jetons dont on a besoin en quantité assez astronomique qui sont pas en si petite quantité, en si grande quantité que ça. Surtout moi qui avais une stratégie où j'en ai beaucoup autour de mon plateau. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis des x3 dessus. C'est un peu bizarre. Sinon le reste ben, est agréable, ça prend un peu de place. Voilà. Hop. Ça c'est Plantanubo, j'ai très très envie de refaire une. On y a joué à 3, je pense que 3 c'est bien. Je pense qu'à plus ça va être un peu long, à 2 à mon avis il se passe moins de choses sur le plateau. Voilà, je refuserai pas les autres configs, mais je pense que 3 c'est très bien. Hop. J'ai joué à Race for the Galaxy, pas du tout une nouveauté, un jeu de 2007 auquel je joue depuis 2007, auquel j'ai fait des centaines de parties, voire des milliers, à 2 joueurs parce qu'on avait un quart d'heure à caser. Un super jeu de développement de moteur. Les premières parties durent pas du tout un quart d'heure, hein. C'est quand on connaît bien le jeu à 2. Euh, on va développer des planètes, des développements, ça va faire des ressources, on va encaisser des points, on va les changer pour des cartes. Les cartes sont des ressources qui nous permettent de poser nos cartes. Et c'est vraiment un jeu de course pour être le premier à finir, pour faire des points, pour faire des choses. Et ça fait toujours plaisir quand on a un petit trou de ressortir un race. Hop.
On a fait Sail, un jeu de plis coopératif à deux. C'est assez étonnant comme jeu. Donc on va être que deux à faire des plis, hein, donc les plis vont être vraiment très simples. Je pose une carte, l'adversaire, enfin le partenaire doit jouer une carte de même couleur. Le plus gros remporte le pli et va jouer après, mais surtout ce qui est important, c'est que sur ces couleurs, cartes, on va avoir des symboles. Et par exemple, si on joue deux gouvernails, et ben dans ce cas, le bateau va avancer de 1 dans la direction du joueur qui remporte le pli. Et comme ça, on doit essayer de le faire naviguer en évitant les obstacles. Chaque manche dure un certain nombre de plis, et en fait, ça s'arrête dès que quelqu'un a fait 4 plis. Donc on a envie de répartir les plis entre nous pour pouvoir jouer plus longtemps, pouvoir faire avancer davantage le bateau. On a fait que le scénario tutoriel, qui a l'air d'être très très largement gagnable. J'attends d'en refaire un peu d'autres scénarios. C'est vraiment perturbant dans la manière de jouer ces cartes, dans la manière d'espérer un peu des choses. On a un échange de cartes au début de tour. Toutes les cartes sont pas distribuées, mais une grande partie quand même. Du coup, on a quand même une idée de ce que peut avoir l'autre, comment ça peut se passer. On a très envie de faire des baleines, mais les baleines c'est super dur parce qu'il faut réussir à faire couper l'autre pour qu'il nous balance un 9 sur notre 9, qui est la meilleure carte, pour le faire avancer en ligne droite. Heu, voilà, c'est vrai, il y a une originalité, c'est vraiment malin. J'attends de voir sur plus de parties, ce que ça donne. Heu et moi, c'est moins mon type de jeu parce que je suis moins, pur jeu de pli comme ça où il faut vraiment compter les cartes, mais c'est original et c'est super joli. Voilà. C'est peut-être la version, plus et du coup, c'était quand même relativement cher, je crois que c'était une trentaine d'euros. Hop, et j'ai fait un petit Sky Team. J'ai refait le scénario de découverte que j'avais déjà fait à Vichy. C'est mignon, on a 4 dés, on en place un chacun notre tour. On essaye un peu d'équilibrer les choses, de faire les choses en se coordonnant correctement pour réussir à faire atterrir l'avion en ayant enlevé tous les avions qui sont sur la piste, en ayant ouvert tous les volets d'atterrissage, en ayant mis l'avion bien à l'horizontale et réussissant à aller à la bonne vitesse, en gros. Le scénario de découverte, moi je le trouve assez simpliste. Donc ça m'enthousiasme pas sur cette partie-là. Après, les scénarios suivants proposent d'avoir du kérosène, proposent d'autres éléments de jeu un peu plus riches. Donc là, j'attends de voir. Si là, ça devient un peu plus tendu, point de vue de ce qui se passe. Euh, pour savoir si c'est un jeu qui m'intéresse ou c'est un jeu où à découvrir c'est sympa parce que le principe est rigolo et ensuite un peu sans plus. Je pense que j'aurai l'occasion d'essayer un scénario un peu difficile une fois pour voir ce que ça donne. Il y a un mode sur certains scénarios en 1 minute, donc on doit placer les dés à toute vitesse et là on se plante peut-être un peu plus parce que là on, on se plante assez peu, surtout qu'on a la possibilité quand même de mitiger les jeux, de l'aider, de relancer, de faire des réserves de plus en moins un peu plus tard. Voilà. Hop. Et j'ai rejoué à Yokai Sketch, mais j'ai pas repris de photos. Euh, voilà, donc un petit jeu à deux de pose de cartes, j'avais joué la semaine dernière. Euh, Assez plaisant, pareil, j'attends d'y rejouer, savoir si c'est vraiment intéressant. Pour le moment, je me gaufre à toutes mes parties, donc je suis peut-être très mauvaise. Savoir à quel point il y a des choix vraiment forts. Voilà, c'est tout pour cette semaine, où il s'est quand même passé pas mal de choses. J'ai plein de jeux que j'ai très envie de rejouer. Moi, Arborea, c'est vraiment ma belle découverte de la semaine. Arabella, c'est clairement celui qui m'a le plus déçu. Voilà. Il y a Plantain du Bois que j'ai très envie de rejouer, Erudic que j'ai très envie de rejouer, Evenfall que je sais que je jouerai régulièrement, Anunnaki qui est vraiment très fun, que j'aime beaucoup, Carvi où j'avais un peu peur que ce soit naze et je suis contente parce que ça ne l'est pas. En tout cas, moi, ça me le semble pas. Et Beer Pioneer où j'ai envie de jouer à plus. Bref, j'ai envie de rejouer à tous mes jeux comme d'habitude. Euh, tout ça, c'est très fun. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, ou à demain, ou à un autre jour. Je ne sais pas encore. Voilà. Bisous, à plus.